Ça, c'est un transistor. Ce petit truc qui paraît insignifiant, c'est le catalyseur du progrès moderne. C'est ce qui fait que vous pouvez écouter votre musique préférée dans le bus, savoir quel temps il fera ce dimanche, ou encore calculer des millions de décimales de pi. Si vous suivez un peu la géopolitique, vous savez sûrement que ces bouts de métal sont à l'origine de tout un tas de tensions, surtout en Asie de l'Est. Ces transistors, qui sont la base des processeurs, ou CPU, sont probablement ce qui a fait la révolution du XXIe siècle, bien que ça fait maintenant plus de 60 ans qu'ils ont révolutionné l'électronique moderne. Des milliers dans les années 70, des millions en 90 et maintenant des milliards depuis 2008, plus vous en empilez, plus votre processeur est puissant. Le truc, c'est que plus on miniaturise ces petits bijoux de technologie, plus on arrive à concevoir des ordinateurs toujours plus puissants. Ok, on est au CES 2025 à Las Vegas, il est 18h30 et le PDG de Nvidia, le plus grand fabricant de cartes graphiques au monde, s'apprête à présenter la nouvelle gamme. Quasiment 2 ans après la mise en vente de la série 4000, tous les yeux sont rivés sur la nouvelle gamme, la série 5000. Les attentes sont nombreuses, augmentation de la puissance brute, amélioration des fréquences et de la mémoire vive. Nvidia est attendu au tournant, et n'a pas le droit à l'erreur. With the Blackwell family RTX 5070, 4090 performance at 549. AI. And so would you consider this 4090 performance? Fewer RT cores, tensor cores, shading units, TMUs. Can it match the 4090's performance using the power of AI? And the answer is no. Should not buy this video card, or really probably any of the high-end cards right now. Malheureusement, c'était attendu. L'IA fait tellement de bruit que Nvidia n'a pas pu s'empêcher de remplacer la puissance brute par de l'intelligence artificielle. Là où la majorité des gens sont déçus, quelques personnes cherchent tout de même la raison de ce choix. Dans la course effrénée à la miniaturisation des transistors, l'homme a probablement oublié qu'il n'était pas plus fort que la nature. Et quand on cherche à faire plus fort qu'elle, ça se retourne contre nous. Bon, il faut que je vous parle de Gordon Moore. En 1965, en observant empiriquement l'évolution du nombre de transistors par unité de calcul, il se rendit compte que leur nombre était multiplié quasiment par 2 tous les 18 mois. Et voilà qu'il énonça sa loi. La complexité des semi-conducteurs double tous les 18 mois. Visuellement, ça donne ça. Et cette progression exponentielle, qui devait faire le bonheur du monde entier, a quelques petits problèmes. Ok, parmi l'ensemble des caractéristiques d'un processeur, une métrique généralement intéressante à regarder, c'est sa taille de gravure. Caractéristique de la taille d'un transistor, plus elle est petite, plus ceux-ci sont nombreux. Ça, c'est la courbe d'évolution de la taille de gravure des processeurs Intel depuis 2015. Bien que l'évolution semble s'écraser, ce n'est pas forcément la bonne manière de voir les choses. Il faut plutôt voir l'évolution d'une année à l'autre en proportion. Ce qui nous donne plutôt cette courbe. Maintenant, on sent un peu que le taux diminue petit à petit, comme si descendre de plus en plus dans la taille de gravure devenait problématique. Intuitivement, on pourrait se dire que c'est lié à nos machines. Graver de plus en plus petit semble de plus en plus compliqué. En réalité, c'est pas vraiment ça. Il s'avère que lorsqu'on approche de l'infiniment petit, on accède à un monde dont les règles diffèrent d'une autre. Et ça, c'est le monde quantique. Quand vous essayez d'atteindre l'infiniment petit, les règles du jeu changent. Pour comprendre la différence, il faut aller revoir notre ami Newton. En énonçant le principe fondamental de la dynamique, il relie de manière exacte la position d'un objet aux forces qui s'exercent dessus. Ce type de loi est ce qu'on appelle déterministe. Si je prends mon objet et que je lui applique des forces, les résultats seront tous et toujours les mêmes. Maintenant, quand on tend vers l'infiniment petit, c'est vraiment pas pareil. Pour des objets de masse très faible et allant relativement vite, disons un électron, c'est pas possible de leur appliquer la deuxième loi de Newton. Pour se rendre compte de la différence, Werner Heisenberg, un physicien allemand du début XXe siècle, démontra ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'incertitude. Pour une particule donnée, il y a une limite fondamentale à la précision avec laquelle on connaît simultanément sa position et sa vitesse. En gros, plus je connais la position, moins je connais la vitesse, et inversement. Le problème qui en découle, c'est qu'on ne peut plus parler de position d'un objet quantique à proprement parler, car connaître sa position, ce serait alors connaître sa vitesse, ce qui est impossible. Donc, la physique classique qu'on connaît ne s'applique juste pas. Maintenant, tout n'est pas fini pour autant. Voilà Erwin Schrödinger. Vous connaissez probablement l'histoire de son chat. Dans une boîte est enfermé un chat, avec un mécanisme qui peut le tuer de manière quasi aléatoire toutes les heures. Sans ouvrir la boîte, on ne peut pas donner d'état au chat. On sait qu'il est soit vivant, soit mort. Maintenant, c'est là que la mécanique quantique propose une nouvelle approche. Plutôt que de dire qu'il est soit vivant, soit mort, on va plutôt lui donner un état d'entre-deux, qu'on va appeler état superposé. Ce que cette nouvelle approche propose, c'est une vision probabiliste de la mécanique.
Pour faire ça, on va dire qu'un objet quantique, tant qu'on ne connaît pas sa position, est dans un état intermédiaire qui est une superposition ou une sorte de moyenne de l'ensemble des états qu'il peut atteindre. Et c'est là qu'en 1925, Erwin Schrödinger formula son équation fondamentale de la mécanique quantique. Cette fois-ci, plutôt que d'avoir une équation sur la position, on va plutôt avoir une équation sur l'état du système, représentée ici par ψ. Ce ψ représente, entre autres, la probabilité d'une particule de se retrouver dans un état donné. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de suivre la trajectoire de notre particule, on va suivre l'évolution des probabilités qu'elle se trouve à un état donné. Ok, maintenant qu'on a la théorie, revenons au problème initial. C'est quoi le problème avec le fait d'avoir des transistors de plus en plus petits? En soi, c'est pas tant le fait d'avoir des transistors petits qui pose problème, mais plutôt les électrons qui passent à travers. Quand un électron passe dans un transistor, il passe dans une sorte de tunnel, qu'on représente généralement par ça, ce qu'on appelle un puits de potentiel. Évidemment, on aimerait que l'électron reste dans ce puits, et pas qu'il sorte pour rentrer dans un autre et créer des bugs dans les calculs. Ce qu'on sait, c'est que l'électron est dedans, mais que sa position est inconnue. Dans ce cas précis, on peut résoudre l'équation, et alors montrer que la probabilité de présence de l'électron est de cette forme. Ce qu'on remarque, c'est que l'électron a de très fortes chances de rester dans le bon endroit, mais que la probabilité qu'il en sorte n'est pas nulle. Ce que ça veut dire, c'est que notre particule a une chance de se téléporter en dehors du transistor. Et cet effet de téléportation, vous le connaissez sûrement, ça s'appelle l'effet tunnel. C'est quelque chose qu'on veut éviter le plus possible. Maintenant, comme on est motivé, on peut essayer de trouver à partir de quelle taille de gravure est-ce qu'on va commencer à avoir des problèmes. Disons que l'effet tunnel devient prépondérant à partir du moment où la probabilité qu'un électron sorte du puits est au-dessus de 1%. Un physicien chevronné n'aura pas de problème à faire les calculs, et montrer que la taille de gravure critique est de 1,2 nanomètres. Sauf que si vous vous rappelez de ce qu'on disait plus tôt, c'est que la taille de gravure nominale est actuellement de l'ordre de 2 nanomètres. En d'autres termes, on ne va pas pouvoir continuer à diviser par 2 les tailles de gravure indéfiniment. Et le vrai problème, c'est que la fin est proche. Maintenant, est-ce que pour autant c'est vraiment la fin du progrès informatique? Heureusement, non. Les projections actuelles montrent une possibilité d'évolution de la puissance des processeurs pour encore au moins une dizaine d'années, mais certainement pas plus. La solution miracle qui fait quasiment l'unanimité, c'est l'ordinateur quantique. Bien que des prototypes soient déjà en place, c'est clairement pas demain que les particuliers auront ça chez eux, et je pense qu'on a encore au moins une bonne décennie devant nous avant que ça soit opérationnel.